Ouais. Bonjour Sylvain, on est ravi de t'avoir parmi nous. Bienvenue. Nous sommes ici rassemblés pour parler de perma-entreprise. Donc, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter? Et une fois que tu t'es présenté, nous contextualiser cette notion de perma-entreprise qui te tient tellement à cœur et qui nous accompagnera le long de toute cette interview. Bonjour. Alors, mon petit chemin, puisque vous avez vu que j'ai quelques cheveux blancs, euh, j'ai créé une entreprise en 1994, ça fait 30 ans, qui est une entreprise de services numériques. Alors, à l'époque, on disait une société d'informatique, de services informatiques, en cherchant à avoir peut-être plus de valeur ajoutée que le monde des sociétés de services, c'est-à-dire être déjà à l'époque sur les nouvelles technologies et de faire en sorte que ça aboutisse à des usages qui facilitent la vie des uns et des autres en entreprise. Voilà. Alors, sachez qu'en 1994, on ne savait à peine connecter un micro-ordinateur à quelque chose. Pour vous dire que les nouvelles technologies de l'époque, c'était chaud quand même. Voilà. Alors, tout ça, ça m'a amené à découvrir un réseau que je ne connaissais pas, qui s'appelle le Centre des jeunes dirigeants, et à avoir la joie de l'animer sur le plan national de 2002 à 2004. Alors, pourquoi je raconte ça? Parce que c'était l'époque 2000 où la responsabilité sociale des entreprises, sociétale des entreprises, arrivait en Europe, arrivait en France comme dans d'autres pays. Et je me suis dit, bon sang, ce mouvement dont l'objet est de mettre une économie au service de l'homme, c'est ce qu'on disait à l'époque, ne peut pas passer à côté de ça. C'est juste pas possible. Donc, il faut essayer de créer des outils pour donner envie aux membres du CJD de s'engager dans cette voie dite de la RSE. Et c'est ce que j'ai appelé à l'époque la recherche. Voilà, restons modestes, s'il n'y a jamais d'acquis, la recherche d'une performance globale, certes financière, mais sociale et environnementale. Et en 2002, parler de l'environnement, déjà aujourd'hui, c'est pas simple, mais en 2002, c'était quelque chose. Et, et donc, finalement, mon, mon chemin dans ma boîte qui s'appelle Norcy, ça a été de pousser cette recherche de performance globale. Mais toujours avec cette idée de dire que anticiper, c'est souvent gagner. Pourquoi? Parce que ça permet de s'emparer de sujets qui ne s'avèrent pas être encore des contraintes, et donc d'en faire de véritables opportunités. Vous voyez, moi, j'étais assez convaincu qu'on aurait un jour ou l'autre des pénuries de compétences. Donc, quand j'ai engagé Norcis dans la lutte contre la discrimination, avec des CV anonymes pour tous les recrutements, des formations sur les préjugés, etc., c'était bien dans l'idée de dire, puisque beaucoup de boîtes rejettent ces gens-là, eh bien, nous, on va les accueillir et avec une démarche la plus objective, ouverte possible. Quand j'ai, dans la foulée, c'était 2005, mis en place, vérifié qu'on était dans l'égalité professionnelle, et on n'y était pas sur les salaires, je me suis mis deux claques, voilà, en disant, tu t'es fait avoir par la culture française, et tu vois, il y a des écarts de salaire homme-femme à compétences et énergie égale, c'est pas normal. On a mis en place nos outils, 2 ans après, c'était réglé. Tout ça, ça reste des forces d'attractivité de l'entreprise. Et en 2007, bah, ça a été le bilan carbone, notre premier bilan carbone. Je me souviens des débats dans l'entreprise autour du film d'Al Gore, qui avait été le vice-président des États-Unis, qui s'était complètement engagé après là-dessus. Euh, voilà, c'était des moments intéressants parce que il y avait des gros mouvements de scepticisme, même s'il y en a encore hein, à l'époque. Enfin, voilà, c'était vraiment sympa de débattre de ça dans les différentes agences avec les collabs, et puis surtout de passer à l'action. Alors, des actions dans l'entreprise, des actions même chez les collaborateurs, puisque certains s'en sont inspirés. Enfin, voilà des dynamiques, pour pas être trop long, hein, qu'on a pu mettre en place tout au long de la vie de Norcis, qui aujourd'hui est installée en France et au Maroc sur plusieurs sites et fait 750 collaborateurs, collaboratrices. Alors, je continue ou pas? Oui, donc là on est sur les années 2000, le CJ. Voilà. Alors, pour comment dirais-je, être bien avec moi-même, hein, je me suis dit, tu vois, cette performance globale où tu disais, ben, il y a trois finalités, économique, sociale et environnementale. Et si toi, tu essayais de t'engager sur les trois finalités, certes, le champ des jeunes dirigeants, c'est un côté,
Mais sur le plan humain, sur le plan social, c'est ça qui m'a poussé en 2003 à créer ma fondation d'entreprise. Et on était une PME. On peut faire des choses, même quand on est petit. Il faut vraiment sortir ça de la tête des gens. Et il y en avait très peu de fondations d'entreprises à l'époque, hein, même dans les grosses boîtes. Et donc ça nous a permis justement de nous engager sur le plan social. Et par exemple, quand on s'est engagé contre la discrimination à Norcis, on a évidemment, avec la fondation, essayé d'aider des jeunes diplômés mais discriminés. Vous savez, il n'y a rien de pire quand tout le monde a un stage et pas soi. Des choses comme ça. Et, et ça m'a amené aussi à faire des choix. J'ai fait le choix de la jeunesse en disant, tiens, on ne peut pas tout faire. Et ça m'a amené ensuite, en 2010, à créer le réseau Étincelle. Et là, je me suis dit, tu vois, c'est, voilà, on peut toujours s'autosatisfaire, d'aider des jeunes, etc. Mais c'était plutôt des jeunes diplômés, des jeunes qui avaient quand même des atouts. En France, à l'époque, et c'est toujours vrai aujourd'hui, il y a 1,5 million de jeunes qui, eux, sont en rupture scolaire. Et donc, avec quelqu'un qui s'appelle Olivier, on a fondé le réseau Étincelle. Je n'ai pas fait le nom de ma fondation parce que il y a tellement, c'est un Himalaya à abattre, enfin à monter, hein, ce truc-là, 1,5 million de jeunes et qui sont dans des conditions humaines, sociales difficiles. C'est dit, il n'y a pas que le mécène Nord-6 qui va suffire, il faudra aller voir d'autres. Donc, je voulais pas aller voir des mécènes en disant donner de l'argent pour ma fondation. Et on a créé cette association avec un dispositif à l'époque très innovant, puisqu'on disait faut arrêter toutes les formations X, Y, Z avec ces jeunes. On va plutôt leur proposer 6 jours, que du ludique, et en partant de leur passion. Parce qu'on s'aperçoit que ce qu'on réussit le mieux, c'est quand on est dans notre passion, dans nos centres d'intérêt. Et donc, sur cette base-là, tu es passionné de manga, Virginie, eh ben, écoute, si tu ouvrais une boutique pour vendre des mangas. Et en fait, derrière cela, on faisait des jeux pour faire de l'alphabétisation économique, qu'ils aient quelques repères. On faisait des jeux en disant, tiens, bah, c'est vous l'employeur, nous on va jouer les candidats, allez, on fait l'entretien. Et on débriefait en disant, tiens, c'est marrant, quand tu es de l'autre côté de la barrière, tu es beaucoup plus exigeant que quand tu l'es en tant que candidat. Bon, voilà. Et à la fin, présentation d'un projet devant un jury bienveillant. Tout ça dans des entreprises, et notamment celle du CJD. Vous voyez, c'est très concret, pragmatique. Et aujourd'hui, c'est 600 jeunes qu'on forme. Donc 75% qui sont mis en action. Voilà, donc ça c'est mon chemin et évidemment au niveau environnemental, j'ai eu la chance que Greenpeace vienne me chercher et donc j'ai présidé 12 ans Greenpeace. Vous voyez, mais ça m'a énormément déniaisé. C'est-à-dire que en 2007-2008, quand on m'a expliqué les rapports du GIEC, s'il y avait je me suis dit mais en fait je connaissais rien. Et donc ça m'a sans doute fait gagner du temps et comprendre que tout est interdépendant. Mm. Et ça, maintenant, je crois que c'est rentré dans les têtes, hein. Et s'il faut en donner un nouvel exemple, ben vous voyez bien que les catastrophes liées au climat engendrent encore plus d'injustice sociale. Il y a bien une interdépendance entre les problématiques humaines, sociales et environnementales. Et que si on veut essayer de corriger les tirs, ben il va falloir des moyens financiers considérables et donc il faut créer de la richesse. Vous voyez, c'est quelque chose que j'ai perçu assez vite et qui m'a fait dire en 2019, eh bien, voilà, il faut arrêter de se gargariser avec la responsabilité sociale des entreprises, parce que si ça avait été fait de manière satisfaisante, suffisante, le monde ne se serait pas dégradé comme ça. Mhm. Alors, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce Mm. qu'on fait? Et là, comme à l'époque du CJD, je m'étais dit comment appeler cette démarche. Et j'avais abouti au mot performance en disant ça, les dirigeantes, les dirigeants, ils aiment bien la performance, quoi, hein. Voilà. Il fallait rentrer par un mot qui ouvre les oreilles et non pas qui les ferme. Et là, j'ai eu la même démarche en disant, faut arrêter. Puis je voyais encore trop de dirigeantes, de dirigeants qui me disaient, oui, mais la RSE, ça coûte cher, la RSE, c'est pour les gros. Enfin, des tas de choses fausses. Et je me suis dit, il faut rentrer par le fait d'inventer un modèle pour développer l'entreprise. Je ne viens pas de parler de RSE, je viens parler de développement de ton entreprise. Et c'est pas un piège, mais dedans va y avoir un certain nombre de questions on va te pousser à évidemment agir pour que ces problèmes socio-environnementaux s'améliorent. Mais vous voyez, c'est ça le point d'entrée, un nouveau modèle de développement d'entreprise. C'est 19. Comme tout est interconnecté, d'où la notion de perma-entreprise, tu t'inspires de la permaculture et cette approche symbiotique et écosystémique, c'est bien ça? Oui, alors, La permaculture en sur fait, ton chemin, en fait. oui, c'est parti d'une intuition.
Alors, une intuition, vous savez, on a déjà plein d'infos dans la tête, puis à un moment donné, ça se connecte, mais je ne pratiquais pas la permaculture. Mais cette intuition que la permaculture était et est le mode le plus vertueux de production agricole. Et je me suis dit, tiens, ça mérite d'être creusé, peut-être que ça pourrait nous inspirer, nous, entreprises. Alors, vous savez, comme on pense toujours que son idée est la meilleure, faut se méfier de soi-même. Et puis, il y a de fausses bonnes idées. Donc, j'ai monté un groupe de travail avec des personnes de Nord 6, d'autres dirigeants, comme par hasard des anciens du CGD, un philosophe. Et j'ai dit, on secoue tout ça. Et en fait, ma grande surprise, c'est que je suis tombé sur ce fameux livre du fondateur, d'Alvin Lundgren, de 700 pages. C'est énorme. Et tout cela, c'est le concept, le concept, le concept. Et j'ai découvert des choses. La première, c'est que ce n'était pas un mode de production agricole, c'était une philosophie de vie qu'il y avait derrière Mhm. et que ça naissait de leur inquiétude, c'est en 76, hein, Mhm. de leur inquiétude de dire comment on va pouvoir nourrir toute la population du monde si on a moins d'énergie, la crise pétrolière étant passée par là. Mhm. Vous voyez, c'était pas pour moi émettre de gaz à effet de serre, tout ça, ce n'était pas des questions de l'époque, Mhm. hein. Et maintenant, on retraduirait eh ben, comment produire, avoir un système de production agricole qui génère le moins d'émissions de gaz à effet de serre, etc. Mais la question était différente. Et donc, c'est pour ça qu'ils étaient sur une philosophie de vie. Et deuxième découverte, ben, c'est ces fameuses trois principes éthiques fondateurs et structurants. Eux, c'était prendre soin des hommes, préserver le sol, la terre, et fixer des limites à la consommation, redistribuer les surplus. Mhm. Et là, il ne m'a pas fallu longtemps pour transposer ça dans l'entreprise. Et je me dis, bon sang, je ne connais pas une boîte, dont Nord 6, hein, qui finalement structure son développement, son évolution, ce qu'elle fait autour de ces de trois principes éthiques qui m'ont tout de suite semblé universels. Donc, je les ai juste reformulés. Prendre soin des humains, des femmes, des hommes et euh, au moins, on pourrait même dire du vivant, mais je ne suis pas à l'aise avec ce mot vivant, je préfère pour l'instant, parce que donc la finalité, c'est pas la planète, c'est d'améliorer les conditions d'existence des êtres humains. C'est ça la finalité du modèle. Donc c'est pas une méthode, hein, c'est avant tout une vision du monde. La deuxième chose, c'est ces trois principes éthiques, donc prendre soin des femmes et des hommes, préserver la planète et pas que le sol, bien sûr. Et puis, le fixer des limites à la consommation, j'ai viré conso parce que je pense que c'est intéressant de se questionner sur tout ce qu'on fait dans l'entreprise. Et j'ai mis ce fixé. J'ai rajouté le ce pour qu'on s'autorégule. Mhm. Donc, se fixer des limites, parce que vous savez, souvent, j'entends dire, oui, mais attends, on a encore des lois, ça nous contraint, et puis par rapport à la concurrence, oui, mais si on a des lois, c'est qu'on les mérite. Alors, quand je dis ça, je provoque, on me regarde, j'y voulais un exemple. Eh bien, combien y a-t-il eu de lois sur l'égalité professionnelle depuis l'an 2000? Une injustice humaine qui est, euh, comment dirais-je, incommensurable, inacceptable. Combien y en a-t-il eu? Voilà. Je pose la question, c'est qu'il y en a eu un paquet et qu'elles n'ont pas fonctionné. Is. Ouais. 6. Et qu'elles n'ont pas fonctionné. C'est ça, tu as raison. C'est-à-dire que par défaut, ou non, par réflexe, quand les lois sont arrivées, on a essayé, un, de les édulcorer. Ça, c'est la grande pratique de lobbying, etc. Et deux, de les contourner. Mhm. Et il a fallu la sixième, donc début du premier mandat d'Emmanuel Macron, qui a dit aux syndicats, salariés, patrons, vous vous débrouillez, vous me formulez un index pour calculer ça et que on va pousser les entreprises à calculer cet index, à le publier, voire à sanctionner. Voire à sanctionner. C'est pour ça qu'on a ce qu'on mérite. Parce que ce sujet-là, ça coûte 0 € de mettre en place un dispositif pour être dans l'égalité professionnelle homme-femme. Ça Mhm. coûte rien. Et ça peut dépasser, bien sûr, les salaires, ça peut être l'accès à la formation, à l'évolution professionnelle, etc. Ça coûte rien. Mais malgré tout, le monde ambiant et sa culture ont tout fait pour le contourner. Donc, le ce, c'est ça, c'est de se dire, bon sang, prenons-nous en main, euh, ne fuyons pas les problèmes qui nous entourent, parce que de toute façon, une entreprise fonctionnera d'autant mieux qu'elle est dans un environnement sain, efficace. Et on voit quand on a une dissolution que plus rien ne va. Donc, c'est bien qu'on a besoin d'un environnement sain. Donc, emparons-nous des sujets, se fixer des limites et redistribuer les surplus. Là, c'est redistribuer équitablement les richesses
Pourquoi? Parce que je pense que le problème numéro un du monde au regard de la planète, c'est un problème de redistribution de richesse. Vous le voyez au chaque COP, hein, c'est des discussions qui n'aboutissent pas en plus. Et puis, une autre vision que j'ai, c'est que c'est utile d'avoir des organisations publiques qui s'occupent de la santé, qui s'occupent de l'éducation nationale, de la justice, etc. Mais on voit que malgré tout, notre monde et notre société française est trop difficile, trop compliquée, trop diverse pour que ces organismes-là suffisent. Et donc, ce qui me fait dire que si finalement notre société, elle n'explose pas, c'est grâce aux associations. Les associations, c'est le ciment de notre société. Vous voyez, c'est comme vos murs là-bas où vous avez des belles pierres pour faire le mur, mais sans ciment, sans enduit, elles risquent de ne pas tenir longtemps. Les enduits, ça consolide tout. Il faut vraiment avoir cette image dans la tête. Et donc, pour moi, les associations sont là justement parce que, qui plus est, elles font un travail local de territoire remarquable. Il y a beaucoup d'idées dans les associations. Ce sont par définition des personnes engagées. On ne va pas une association, on n'est pas obligé, rien ne nous contraint. Et donc, voilà, il faut davantage les soutenir. On en a profondément besoin. Et donc, pour cela, il faut redistribuer un peu de richesse. Mais c'est quand même sympa de se dire, tiens, une partie de mes bénéfices, je vais choisir mes combats. Je vais choisir les associations avec lesquelles je vais travailler. Et ça, c'est pas comme les impôts où l'argent part et puis ce que critiquent beaucoup en disant, mais il va où finalement? Hein. Là, on fait ses choix. Et en plus, on a un process de défiscalisation pour le faire. Donc, voilà, c'est pour ça que j'insiste sur ce dernier qui est peut-être le plus questionnant, se fixer des limites et redistribuer équitablement les richesses. J'ai une multitude de questions qui me viennent à l'esprit, mais il y en a une première, c'est il y a, avant la mise en mouvement, on est dans un vrai changement paradigmatique. Là, on sort de l'école traditionnelle de l'entreprise. Donc, il y a un leadership qui, à un moment donné, doit s'éveiller au sein de l'entreprise. J'imagine que c'est le dirigeant qui fait ce travail-là. Et ce n'est pas un chemin qui est un peu laborieux au début pour le dirigeant de prendre conscience qu'à un moment donné, il prend un virage pour mettre en place une façon complètement différente d'appréhender l'entreprise, voire c'est une réinvention complète de qui il est, ce qu'il fait. Comment s'opère cette transition? En fait, il y a un prérequis déjà. C'est que l'actionnaire doit être d'accord. Mhm. Donc le dirigeant est actionnaire ou le dirigeant a des actionnaires, mais il doit être d'accord. Parce que sinon, ça ne pourra pas fonctionner. On va faire rêver les collaborateurs, puis on va les décevoir. Donc ça, c'est le premier requis. Après, je pense que... Excuse-moi, je t'interromps, hein, mais est-ce que ça pourrait être juste ce point-là qui pourrait expliquer que beaucoup d'entreprises, voire même de grands groupes, ont essayé de nouveaux modèles de gouvernance et au bout de 2, 3 ans, 4 ans, à un moment donné, il y a un financier qui dit, ça va pas assez vite, les chiffres sont pas là, on revient comme avant et en fait, on a beaucoup de tentatives qui ont été tronquées. Est-ce que ça pourrait être l'explication que dans une logique écosystémique, certaines personnes importantes n'ont pas été embarquées dans ce chemin de transformation? Alors, c'est une des raisons, Iker, c'est sûr. Mhm. Alors, l'exemple emblématique, c'est Danone, hein, Mhm. Oui. qui a sorti son directeur général, Emmanuel euh, Faber, qui a oui. posé beaucoup de questions sur ce que tu évoques là. C'est sans doute une des raisons. Mais je fais un raccourci, mais je pense que c'est le moment de le dire. Euh, c'est ce qui m'a fait que dans le modèle Perma-entreprise et ses concepts et sa méthodologie, le but, c'est de créer un cercle vertueux pour le rendre plus performant de sa boîte. Mhm. Voilà, encore une fois, c'est pas un modèle qui coûte de l'argent, etc. C'est un modèle qui la rend plus performante. Et donc, je touche du bois, mais c'est ce qu'on essaie de montrer chaque année avec Norcis. Mais aujourd'hui, il y a d'autres pertes d'entreprise qui vont dire la même chose que moi. Mhm. Et je dirais aujourd'hui, performante, ça c'est un peu le court terme, mais plus solide, euh, plus robuste, comme dirait Olivier Amand. C'est-à-dire qu'en période difficile, ben, le bateau, il bouge pas bien. Il bouge pas beaucoup, pardon. Mhm. Il reste solide. Et ça. Alors, c'est vrai qu'on a du mal dans notre monde d'aujourd'hui à raisonner à moyen terme, mais je pense que c'est tout aussi important. Donc, c'était la parenthèse par rapport à ta question. Ceci étant, pour lancer, pour le dirigeant, je pense qu'il faut, tu vois, avant toute chose, il faut que
il est le sourire, il y a une espèce de rêve en se lançant dans la perma. Voilà, c'est ça le moteur. C'est de dire, waouh, je vais lancer, je vais pas déstabiliser ma boîte. Non, je vais la transformer. Et je vais finalement m'enrichir comme je ne peux pas m'enrichir avec une telle expérience. Je vais, ouais, je vais être content de proposer au collab de travailler sur un sujet comme ça. Ça sera assez unique. Euh, à tous les coups, ça va leur donner la belle énergie. Et tout ça, c'est vérifié ce que je vous dis, hein. Voilà, il faut qu'ils ressentent ça. Vous voyez, c'est cette espèce d'enthousiasme, d'effervescence pour dire, ouais, je vais m'éclater. Voilà. C'est vraiment important. Et c'est peut-être ça qui manque quelquefois, hein. Et donc, si je suis dans cet état d'esprit-là, effectivement, je peux me dire, ouais, mais bon, c'est pas rien, c'est un gros concept. Comment je vais m'y prendre, tout ça. Donc, c'est d'où cette méthode que j'ai proposée, qui existe au CJD. euh, D'où le fait d'avoir commencé dans les étapes par une étape qui est franchement facile et hyper intéressante, hein. C'est cette fameuse formulation d'une raison d'être alignée sur les trois principes éthiques. Et c'est ça, d'entrée de jeu, vous voyez, les principes éthiques arrivent. Hop, raison d'être, en quoi elles permettent de mieux prendre soin des hommes, préserver la planète, fixer des limites et redistribuer. Et avec une méthode qui est cette fameuse Ikigai qui vient du Japon, où il s'interroge beaucoup sur les raisons d'être. Et c'est presque un jeu de dire, tiens, moi, tiens, nous, actionnaires, si on est plusieurs ou actionnaires, qu'est-ce que, de quoi le monde a besoin? OK, les trois principes éthiques. Mais qu'est-ce que je fais de bien? Qu'est-ce que je sais faire des fois, ou qu'est-ce que j'aime faire? J'aime dessiner, mais je ne sais pas dessiner. Voilà, donc qu'est-ce que j'aime faire, qu'est-ce que je fais de bien et pourquoi je suis payé? Rien de ces questions-là, en allant à l'essentiel, c'est vachement intéressant de se poser ça. Et quand en plus on a des collabs, on peut le faire travailler en parallèle, comparer ce qui ça. Vous voyez, il y a pas de danger, il n'y a que du plaisir. Et donc cette première étape, elle est déterminante pour justement après donner confiance en disant après, ça va être un peu plus difficile. Il va falloir rentrer dans la définition d'enjeux de moyen terme. Donc, je veux l'emmener où, ma boîte? Mais voilà, il faut prendre confiance. Donc, mon deuxième élément, c'est prendre confiance dans cela. D'où le fait de le faire à plusieurs, un par un, dans une commission où on est 5, 6, 7, 8, à vivre la même chose, à pouvoir dire, tiens, comment ça s'est passé, etc. Ah, tu as un problème, bah, tiens, moi j'ai essayé ça. Enfin, vous connaissez ça mieux que moi, la dynamique des commissions. J'entends, tout à l'heure, tu parlais des jeunes que vous ameniez à connecter un futur avec leur passion présente. Est-ce que c'est la même histoire que tu nous racontes d'une autre façon? C'est permettre aux dirigeants de découvrir qu'est-ce qui réellement fait palpiter son cœur et se poser ces questions, de dire, OK, il y a quelque chose de plus grand que toi qui sommeille en toi, et c'est d'aller chercher ce quelque chose pour ensuite se servir de cette force pour créer le mouvement qui va te porter pour la suite des exercices. C'est ça? T'as bien reformulé. J'avais jamais fait le lien avec la montée avec le réseau TSL, mais effectivement, ouais, il y a quelque chose du même ordre. Euh, En fait, le, euh, comment dirais-je, je reviens là-dessus, c'est-à-dire que voilà, il y a des dirigeants, il n'y a qu'un truc qui va les faire vibrer, c'est les dividendes qu'ils vont avoir. OK. C'est ça qui nous emmène dans le mur, c'est ça qui pousse à la maximisation, etc. On ne revient pas là-dessus. Mener un projet comme ça, bâtir une perma entreprise, mais ça doit être, enfin, comme je dis souvent, c'est beaucoup plus passionnant. Mhm, Parce qu'on se pose des questions sur tous les sujets qui nous entourent. On mhm, se pose des questions ce que nos enfants se questionnent. Et là, on dit, bah, tiens, moi, je ne me fais pas que me les poser, j'essaie d'amener une réponse. C'est quand même hyper valorisant vis-à-vis de soi de dire, voilà, je pense à vous et j'essaie d'agir. Euh, le, de voir les collaboratrices, collaborateurs dire dans certains cas, bon sang, ton projet, ça avance pas assez vite.
ce qui est arrivé hein, dans certaines permas en disant ça crée tellement d'enthousiasme que les collabs venaient le vendredi en disant écoute, Louis, ça va pas assez vite, il faut qu'on refasse une réunion de travail pour avancer sur ça, sur ça, sur ça, sur ça. Ouais, ouais. Mais je le dis, vous voyez, je le dis avec sourire et joie parce que pour moi, c'est ça la vie. Une entreprise, c'est une collectivité, c'est une aventure. Eh ben, pour beaucoup de salariés, l'aventure, c'est pas de faire tous les jours ce qu'ils font de la même manière. C'est justement, et c'est fatigant de toujours faire tous les jours la même chose et de la même manière. Donc là, pour une fois, il y a vraiment un terrain d'ouverture, d'épanouissement, de richesse, d'échange, de débat. Enfin, c'est la vie, quoi. C'est vraiment une aventure. En fait, ce que tu nous dis, c'est que c'est comme si on venait d'un monde à une dimension. Voilà, c'est le compte de résultats et les indicateurs financiers qui viennent avec, bilan, etc. Donc, on a un monde à une dimension et là, on rentre dans une logique multidimensionnelle. Donc, l'ikigai nous permet de découvrir plein de dimensions à l'intérieur de nous qui peut-être étaient en sommeil du fait qu'on ne regardait que le compte de résultats. De la même façon, performance globale, plus perma-entreprise, nous font nous redécouvrir un monde en 3D. On sort du noir et blanc, on rentre dans la couleur, et après on choisit nos nuances là-dedans. Donc j'entends que le dirigeant, déjà, il se réveille à cette multidimensionnalité, mais ça m'amène une question aussi. Et c'est euh, déjà, si on reste dans le monde en une dimension, c'est déjà un sacré challenge. Et là, on rajoute d'autres dimensions. Comment faites-vous pour briser les résistances de quelqu'un qui vous dirait, bon, j'ai déjà du mal à m'en sortir pour que juste mes comptes soient bons. Euh, Comment on brise cette croyance pour amener cette personne à lui faire croire et comprendre qu'en fin de compte, sa performance est dans ces autres dimensions et que ce n'est pas juste du travail en plus et de l'utopie, mais quelque chose d'extrêmement pragmatique et concret qui va amener ce qu'ils recherchent en une dimension, mais plus facilement et de façon plus enthousiasmée. Il y a sans doute plusieurs réponses à cette question. Euh, je me demande si le plus efficace, c'est pas de rencontrer des personnes qui sont passées par là Mhm, et qui vont pouvoir faire un vrai témoignage. Enfin, voilà, on va parler de dirigeant à dirigeant, vous savez bien ce que c'est. Et de- je veux dire, un témoignage qui sera inévitablement vrai et qui peut-être dira, ben ouais, c'est possible pour moi aussi. Et puis si lui, il a réussi, si lui, maintenant, ses résultats financiers sont meilleurs, pourquoi moi, je n'y arriverai pas? Donc moi, je crois beaucoup à ça. C'est à la rencontre de gens qui sont passés par là et qui font mieux réussir leur boîte. Et, et c'est ce qu'on essaie d'ailleurs de provoquer dans ce qu'on a appelé notre collectif des pères d'entreprise, hein. Euh, et c'est un peu, bah, tiens, je refais le lien avec le réseau Étincelle, c'est ce qu'on fait avec les jeunes pour qui, là, pourquoi ça se passe dans les entreprises? Pour qu'ils rencontrent des personnes qui mhm. disent, tiens, ben, tu vois, moi, mon chemin, il n'est pas du tout normé. J'ai pas été diplômé, tout ça, et voilà, je me suis investi là maintenant, et maintenant je suis responsable d'eux. C'est ça qui peut ouvrir les chakras finalement, de dire, tiens, s'il y en a tant, enfin tant pour les permas, c'est pas encore tant, mais s'il y a un certain nombre qui ont réussi et, et en échangeant avec eux, ça peut leur donner confiance. Et après, de les mettre dans un cadre où ils sont, entre guillemets, pas seuls, ça, vous l'avez dit tout à l'heure. Mais je crois que c'est le plus gros, c'est le plus gros moteur, ça. Mm. Donc, dans la cohérence de la notion écosystémique de la permaculture, on pourrait dire que si tu veux réussir là-dedans, commence par créer un écosystème, par aller voir d'autres personnes qui sont engagées dans les Oui, mouvements, avec ouais. lesquelles tu peux échanger, partager et rompre un autre type de solitude qui serait non pas la solitude du dirigeant, mais la solitude du leader à impact ou du dirigeant à impact. Et donc retrouver d'autres personnes qui vivent ces problématiques ou qui les ont déjà vécues, histoire de trouver des réponses là où toi, tu seul, tu ne pourras pas en trouver. Mm. C'est ça. Et tu vois, le- ce qui est aussi important, c'est que il puisse, cette personne puisse rencontrer des dirigeants qui ont une entreprise de même taille, par exemple. Mhm. Parce qu'encore une fois, c'est ouais, moi je suis trop petit. C'est faux, mais c'est faux ce truc. Mais voilà, je peux toujours expliquer pourquoi c'est faux. Mais maintenant, la personne va voir quelqu'un qui a 6 personnes dans sa boîte et qui a tout mis en place
ça va changer complètement la donne. Ce sera bien plus pertinent que moi qui vais un peu théoriser le truc. Donc, euh, euh, donc, voilà, plus on aura de diversité, donc maintenant on a aussi des entreprises qui sont dans le BTP, dans l'industrie, dans le tissage industriel. Donc ça c'est chouette parce que justement, ça montre aussi que c'est pas propre au secteur tertiaire où souvent on me dit ça. Ouais, mais attends, vous êtes dans... Non, 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 au contraire. En fait, il y a quelque chose de très puissant que tu partages là, parce qu'en fin de compte, ce que tu dis, euh, c'est un superbe destructeur de tous les oui mais qu'on va présenter à ces démarches-là. C'est-à-dire, ne nous perdons pas dans les explications et la théorisation. Va voir ce qui se fait sur le terrain, tu trouveras un corollaire. Et là, les oui mais, ils vont sauter parce que la preuve par l'exemple, et donc on sort de nos têtes, on sort de la théorie, direct sur le terrain, les exemples existent déjà. C'est ça que tu es en train de nous dire. Et comme ça, on fait sauter toutes les limitations potentielles qui pourraient sortir dans un dialogue qui pourrait être un dialogue de sourds. C'est ça, oui, voilà. Euh, Tu vois, c'est un peu quand on dit comme saint Thomas, c'est-à-dire je crois ce que je vois. Mhm. Hein. Donc, oui, et puis ce qui est aussi intéressant, c'est que puisse y avoir aussi des échanges avec des salariés des entreprises perma. Mhm. Parce que c'est ça aussi, peut-être que certains ont peur en disant, ouais, je vais lancer ça. Bon, c'est une fois que j'ai ouvert la boîte, ça risque de partir de tous les sens. Peut-être que les salariés ils vont vouloir voilà, être fusés dans tous les sens parce qu'ils vont être super contents de voir tout ça. Comment je fais? J'ai peut-être un peu peur, peut-être comment je vais les canaliser. Donc c'est aussi intéressant d'avoir des échanges, non pas qu'avec la dirigeante ou le dirigeant, mais également des collabs. Est-ce que c'est une dynamique qu'un dirigeant peut porter seul, parce qu'il y a quand même une gestion du changement et une transformation, et j'imagine qu'il y a aussi des notions de transformation managériale, d'autres, de nouveaux types de gouvernance qui accompagnent la permaculture. Est-ce qu'un dirigeant peut se dire, OK, cette question de perma-entreprise m'inspire, est-ce qu'il peut se lancer seul ou il a besoin d'être accompagné d'une façon ou d'une autre? Parce que une chose, c'est le concept de la perma-entreprise, mais une autre chose, la gestion et l'accompagnement du changement. Qu'est-ce que tu suggérerais? Alors, on peut, il y a des exemples qui montrent que ça a été fait seul, Mhm, qui montrent qu'avec ce qu'il y a dans le bouquin, ça roule. mhm, Mais ça existe. Mais la majorité, ce sont plutôt des personnes qui ont envie de faire ça dans un cadre d'accompagnement. mhm, Alors, ça peut être le CJD, bien sûr. Pour d'autres, c'est pour ça qu'on nous a demandé de monter une école, enfin une formation, hein, mhm. qui maintenant, d'ailleurs, se déroule sous différentes formes. Ça peut être 5 fois une journée sur un temps escompté, ça peut être un one-shot de 3 jours. Enfin bon, voilà, il y a plusieurs formules. Mais si on l'a monté, c'est justement pour cette demande-là, déjà de dire, moi, je veux davantage me muscler. OK. Hein. Et après, encore une fois, il faut qu'il y ait un partage de pratiques et d'expériences. Et ça, on a l'équivalent de commission dans notre collectif, mais c'est encore plus fort quand c'est porté par un réseau, c'est clair. Mhm. Est-ce que tu as des exemples d'entreprises, de perma-entreprises qui, au lieu d'être une entreprise qui existait déjà et qui a travaillé sur sa transformation, est-ce que tu as des exemples d'entreprises qui se sont créées avec ce modèle-là? Euh, alors, j'en ai pas en tête. Pourquoi? Et ça, vous voyez, ce matin, on faisait un peu le débrief de l'année en disant, tiens, ça donne quoi cet essaimage? Et on constatait qu'en fait, euh, tous les mois, on découvre des entreprises qui sont sur le chemin perma. Mais parce qu'on ne le sait pas comme on a donné tout cela comme un bien commun en disant emparez-vous de tout cela. Euh, on ne le sait pas et on le découvre. Ce que je sais, c'est que j'ai été sollicité plusieurs fois par des clubs de créateurs d'entreprises, start-upers, etc. On a constaté que ça pouvait aider à bien mieux structurer le projet, Mhm. Mhm. hein, ce cadrage autour des 3 principes éthiques, etc. Ça pouvait tout de suite positionner leur offre de manière peut-être un peu plus attractive. Maintenant, je suis infichu de te dire si il y en a qui sont passés à l'acte. Et c'est le souci qu'on s'est dit, il faut absolument qu'on arrive à identifier tous ces gens qui bougent pour Idée faire un perma, état des en lieux fait. et voir.
voir comment on peut accompagner tout ce mouvement-là. Mais voilà, je suis sûr que ça peut amener une belle pierre à l'édifice. Comme par contre, là, on a un exemple sur une reprise d'entreprise. Mais là, donc c'est le mien, hein. C'est-à-dire que on n'avait jamais fait de croissance externe. Et l'année dernière, ouais, 2023, on a décidé d'en faire une pour, en complément de nos travaux de maîtrise d'œuvre et de maîtrise d'ouvrage autour de logiciels sur mesure, on voulait une agence digitale. C'est un autre métier, c'est complémentaire. Et en fait, euh, ce qui a été vraiment euh, chouette, mais euh, euh, pas prévu comme ça, c'est de voir en quoi notre modèle PERMA euh, a fait pencher la balance de notre côté. Parce que les dirigeants se sont dit, voilà, ils avaient à cœur qu'il y ait une belle suite à leur famille, comme ils disent, hein, ils étaient 60, voilà. Et donc, le modèle PERMA leur a donné une totale confiance là-dedans. Et ça, vous voyez, ça a une vraie plus-value, hein. Ça vaut de l'argent d'ailleurs, si on parle concret, hein. Et un des associés a souhaité rester parce que ça l'emballe d'essayer d'embarquer sa structure dans ce modèle. Et ça le régénère en fait, hein. C'est par rapport à 10 ans de co-direction de l'entreprise. Là, c'est autre chose parce qu'évidemment, voilà, on structure plein de choses, on fait avancer plein de sujets. Donc, on a ce cas-là, mais on n'a pas le créateur. Faut qu'on essaye de voir si certains y sont allés. Il y a eu des retours là-dessus. On va faire un grand appel. On appelle aux révélations de ceux qui ont suivi ce parcours-là. À un moment, tu nous parlais de passion. Tu nous parlais par rapport aux jeunes, au réseau Étincelle, voilà, de pouvoir révéler leur passion, etc. J'imagine que tous ces projets que tu as menés au fur et à mesure de ta carrière, tu les as menés avec passion et avec cette étincelle-là que tu avais en toi. Après avoir mené tous ces différents projets et ces différents missions que tu te sentais devoir mener, quel serait, quel est le bilan que tu en ferais et quelle est aujourd'hui l'étincelle qui t'anime? Voilà. Tiens, je vais mettre de la lumière, ça va être la première étincelle. Euh, alors, quel bilan? Je suis pas quelqu'un à faire des bilans. Je suis plutôt quelqu'un à aimer regarder devant. Et d'ailleurs, on se moque suffisamment de moi à Norcis ailleurs pour ça. Mes yeux se réveillent quand on dit, bon, et alors maintenant, pour 2025, qu'est-ce qu'on fait? Bon, Alors, ne parle pas de bilan, parle plutôt de... ceci étant, en fait, qu'est-ce que j'ai pu... j'ai confirmé, et là, croyant à ma sincérité, j'ai confirmé que la plus grande richesse qu'on peut avoir dans la vie n'est évidemment pas financière, c'est celle d'aventure humaine. Et c'est celle de réussite collective. Voilà. Je l'ai vérifié partout où je suis passé. Et, et c'est pas rien parce que c'est quelque chose qu'on porte toute sa vie, hein, quand on a cette richesse-là qui arrive. Je peux être très concret puisque vous êtes au CJD, le bureau national de l'époque. On continue de se voir tous les ans, de passer 3 jours ensemble pour poursuivre cette aventure humaine parce qu'on voulait plus se quitter, quoi. Vous voyez? Euh, et ça, je le retrouve bien évidemment sur d'autres sujets, réseau étincelle, etc. Et voilà, pour moi, c'est ça. La plus grande richesse, c'est ça. Et ensuite, c'est de la transmettre. C'est-à-dire que tout ce qu'on a pu acquérir par cela, il faut le transmettre. Et ça aussi, c'est ce qu'il y a de mieux, c'est ce qu'il y a de plus riche, c'est de pouvoir transmettre des choses. Et je refais le lien, transmettre de l'argent, mais transmettre tout ce qu'on a pu acquérir par ces aventures, etc., c'est vraiment chouette. Voilà. Et l'autre question, c'était Est-ce que tu as autre chose qui t'anime aujourd'hui? Mission, hein, voilà. le, le, en fait, là.
pour être très transparent avec vous, je suis dans une phase où je transmets justement. Je transmets beaucoup. Euh, Comme je le dis au niveau de Norcis, voilà, je suis ravi de voir donc Mathilde, qui est la directrice générale, 40 ans. Thomas, bon, lui, c'est mon fils, de 36 ans, qui porte toute la perma en dehors, à Norcis et en dehors. Cétaré, qui s'occupe de toute une grande région Rhône-Alpes, tout cela. 40 ans aussi. Voilà, ça, c'est ma vie dans ce moment. Et donc, je dis en rigolant, je me suis mis en service après-vente. Simplement, il doit y avoir un défaut dans ce qu'on fait parce que je suis surbooké. Alors, bon, voilà, l'année est difficile hein, pour nous aussi, sur le plan business, économique, etc. Mais comme je vous disais, c'est bien, ça montre si on est robuste ou pas. Mais effectivement, ça fait davantage rejaillir des petits défauts qu'on peut avoir, etc., etc. Donc, mais je suis dans cette phase-là et le, c'est un vrai plaisir en fait, hein. C'est un vrai plaisir de se dire, voilà, comme j'ai dit aux salariés, vous voyez, maintenant, pour considérer que Norcis est une entreprise dite familiale, il n'y a pas que ma famille, mais voilà. Et, et finalement, euh, voilà, elle va avoir elle va continuer sa vie, sans doute avec toutes ces nouvelles idées. Mais ça, c'est le premier point. Et ce qui l'étincelle par rapport à Norcy, c'est d'essayer, il faut rester modeste, hein, mais de continuer à, à prendre des initiatives qui peuvent être plus ou moins innovantes pour montrer qu'on peut aller très loin dans l'engagement d'une entreprise au regard de nos problèmes. C'est ce qui a fait qu'on ait annoncé que la nature est devenue actionnaire de Norcis il y a un mois maintenant. C'est ce qui a fait qu'on a annoncé qu'on allait expérimenter le Conseil social économique et nature. On est en train d'inventer plein de choses. Le Haut Conseil de nature aussi. Enfin voilà. Vous voyez, ça, c'est mon étincelle. C'est d'essayer voilà, d'apporter comme ça de nouvelles idées qui finalement concrétisent encore plus le modèle perma-entreprise et montrent toute l'étendue qu'il peut avoir, quoi. Hein. Voilà. Après, sur ma vie externe, le, d'engagement. En fait, euh, bon, voilà, Greenpeace, c'est une grosse ONG. Réseau Étincelle, bon, ça commence à être quelque chose de conséquent. Je suis dans d'autres associations qui aident des jeunes, comme les Étoiles du piano, qui est la création d'un concours international de pianistes dans le Nord. Et pourquoi? Bah parce que c'est pas parce qu'on fait des brillantes études de piano qu'on va avoir une vie professionnelle facile. Il n'y a pas tant de pianistes que ça dans les orchestres. Il y a beaucoup plus de violonistes, par exemple. Les gens, souvent, ils passent 30 ans. Enfin, bon, voilà, c'est compliqué. Et vous voyez, là, c'est vraiment une jeunesse de l'élite, mais moi, ça me plaît d'essayer modestement de les aider à démarrer leur parcours. Vous voyez, donc, mais ce que je voulais dire par là, c'est que j'en suis aussi à me dire que, voilà, il y a aussi plein de choses à faire localement. Hein. Et en 2019, au-delà de la perma, j'avais pris la décision de restaurer une maison de ma grand-mère dans le Morvan. Alors, il faut que je vous explique où est le Morvan, je suppose. C'est dans le nord de la Bourgogne. Euh, voilà, c'est une région très forestière, terre pauvre, donc plutôt de l'élevage. La grande ville, elle fait 6 000 habitants, et c'est la grande, hein. Voilà, en fait, ben voilà, je me suis aperçu que là, euh, les autres villages avaient des lavoirs restaurés, pas le nôtre. Nous, c'est un hameau. Ben voilà, j'ai créé une association, le fédéré de l'humain autour, en disant, voilà, ça va être aussi un moyen de revivre ensemble, parce que même dans les villages, tout ça, tout le monde part à son boulot à 20 km, 25, etc., rentre, on se voit moins, on passe de moins de temps ensemble. Voilà, pour moi, c'est ça la vie, c'est, c'est, c'est de créer des moments collectifs, des moments de plaisir entre nous. Et il n'y a pas besoin d'être dans des grandes organisations pour le faire. Ça, c'est mon étincelle dans ce moment. Merci beaucoup, Sylvain. Merci, hein, Sylvain.
Merci. Bon, tu me permets alors une question parce que là, Oui. il y en avait une qui me brûlait les lèvres depuis tout à l'heure, c'est que quand tu as commencé, tu as direct parlé des salariés et tes yeux, ils brillaient en parlant de ce que tu disais au nom des salariés. Et forcément, ça vient résonner en moi la quantité de discussions que j'ai, notamment depuis Covid, avec des dirigeants de très grandes entreprises, de TPE, de toute taille en fait. La quantité de trous dans la raquette qu'il y a maintenant. On a des postes à pourvoir, les gens ne restent pas. Et je me rappelle un jour où j'étais dans le bureau d'un dirigeant d'une très très grosse multinationale et il me dit, en fait, Iker, on doit rendre notre entreprise sexy. Et sur le moment, cette situation était un peu paradoxale parce que j'étais dans un environnement qui avait tout sauf du sexy dans ce que pourrait être la description, on va dire, de ce qu'on pourrait comprendre d'une vie sexy en entreprise. Et dans tes yeux, je vois que ces salariés vivent quelque chose, cette multidimensionnalité. Et donc, euh, comment amènes-tu des salariés qui vivent dans un environnement classique, comme on l'a décrit, en une dimension, à un moment donné se réveiller à ça? Et est-ce que la perma-entreprise est une réponse pour rendre enthousiasmant et désirable à nouveau le monde de l'entreprise et donc répondre à cette question qu'aujourd'hui les gens ne savent plus comment faire pour garder les talents, pour attirer les talents. Est-ce que c'est la réponse que vous avez rencontrée ou c'est un effet collatéral qui en fait que oui, c'est une réponse, mais c'est pas ça qu'on cherchait? En fait, le modèle PERMA, comme ce qu'on faisait avant au nom de la performance globale, une de ses conséquences, c'est que ça rend l'entreprise attractive. Mm, Et on ne l'a pas fait pour ça. C'est une conséquence. mm, On avait imaginé cette conséquence, mais on l'a fait par conviction. Et c'est important parce que si tu le fais par opportunisme, je reprends, il y a telle pénurie, j'ai pas, je ne retrouve pas les compétences qu'il faut, etc. Ça m'empêche de faire davantage de business, tout ce qu'on veut. Et que tu agis pour dire, bon, comment je vais être attractif et on va être une fois de plus dans le court terme, c'est que tu vas faire des choses, mais ça va pas tenir dans le temps. Si jamais il n'y a plus de pénurie, tout d'un coup, tout va retomber parce que c'était pas la finalité. C'était mm. pas par conviction, c'était par opportunisme. Donc, moi, je prône le fait de faire les choses par conviction. C'est ce qu'on essaie de faire, j'espère que c'est vécu comme ça. Après, le, je vais même te dire, parce que le réseau étincelle dont on a parlé, on l'a lui aussi mis en mode perma. On appelle ça une perma-association. On a déroulé la même chose. Et ça s'est traduit par les mêmes effets. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on va prospecter des mécènes, eh bien, le fait d'expliquer notre mode PERMA, c'est même une valeur non négligeable pour qu'ils disent, allez, je vous suis. Ça, je ne l'avais pas vu du tout. Donc, voilà, le fait de... Alors, vous allez me dire, il ne parle que de la PERMA, etc. Il y a peut-être d'autres choses, mais la PERMA, en fait, on ne peut pas tricher. Mm. Et ça, les gens le sentent aussi. Pourquoi? Parce que dedans, on affiche clairement que nos ambitions ou comment dirais-je, les objectifs optimaux à atteindre pour les réductions d'émissions, pour la redistribution de richesses, pour les égalités professionnelles, etc. Donc, les candidats, c'est facile de savoir si c'est du washing ou pas. Il y a une ou deux questions. C'est quoi votre indicateur? Vous en êtes où? Et si on ment, ça se saura. Si, voilà. Donc, c'est très difficile de tricher avec la perma. Et ça, je pense que les candidats, quelles que soient les boîtes, pas que Norcis, le ressentent. Mm. Et il n'y a pas de notion d'âge, hein. C'est des jeunes comme des moins jeunes. Je pense que quand on est moins jeune, voilà, on a vécu différentes expériences. En tout cas, dans notre monde, ça tourne pas mal. Et à un moment donné, on dit, voilà, je recherche plus de sens à mon travail. Hein, voilà. Et effectivement, une perma-entreprise peut être un bon vecteur de ça. Ça, c'est sûr. Mais on a aussi des plus jeunes qui se sont souvent d'ailleurs déjà engagés dans le monde associatif. Et là, ils s'y retrouvent, quoi. Ils trouvent plus de cohérence entre ce que fait l'entreprise et puis leurs propres engagements. Et ça c'est intéressant. Euh, il y a aussi le fait que comment dirais-je, vous savez, bon, nous, il faut obligatoirement, j'allais dire malheureusement, obligatoirement faire des études supérieures pour accéder à nos métiers. Souvent bac plus 5.
euh, c'est les jeunes qui sortent et voilà, et après, ils vont chacun dans leur entreprise, mais ils se retrouvent et ils discutent entre eux. Et qu'est-ce que c'est valorisant de raconter des histoires de sa boîte que les autres n'ont pas? Mhm. Qu'est-ce que c'est plaisant? Et ça, on me le renvoie, hein. Mhm. Vous voyez? Et donc, voilà tous les effets indirects, hein. Et c'est pour ça qu'on peut dire que quand je parle de créer un cercle vertueux, ben oui, nous, dans un monde où on était à 25-30% de turnover, et même les plus gros, hein, je ne sais pas Mhm. comment d'ailleurs ça fonctionne, nous, on était à 8-10. Mhm. Vous vous rendez compte, au sens impact financier, ce que ça veut dire, c'est énorme. Mhm. Donc, cercle vertueux. Mm. En fait, ce que j'entends et je garde ça comme une véritable pépite, c'est que à travers cette démarche, on sort d'un monde à une dimension qui quelque part est très monochrone et très monotone. À travers la découverte d'autres dimensions, on trouve plein de possibles pour trouver celle qui nous parle, pour nous allumer en tant que dirigeant, en tant que leader, mais tu parles aussi de salariés, tu parles aussi d'associés. Et en fin de compte, à travers cet angle-là, c'est que, si j'ai bien compris, hein, ce que tu dis, c'est pas une démarche qui doit être exclusive et qui doit couvrir toutes les dimensions pour fonctionner. Choisis celle qui est la tienne et tu trouveras là ton carburant. Mais les salariés trouveront leur carburant, mais, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Ensemble, on pourra vivre cette aventure. Tu dis aussi que les investisseurs ou associés, etc., trouvent aussi quelque part chez eux soudainement une dimension qui n'était pas touchée puisqu'ils vivent dans un monde à une dimension aussi, ce qui valorise l'aventure. Et à un moment donné, finalement, on se retrouve dans un environnement où on est en train de faire émerger plein de graines. Chacun consomme celle qu'il préfère, mais le but étant que chacun trouve son étincelle pour qu'ensuite, ensemble, on puisse avancer vers quelque chose qui nous allume tous. Et la question, donc, il y a une notion d'alignement dans tout ça, non? Comment on garde l'alignement? À un moment donné, chacun se réveille avec une dimension, on se rassemble tout. Et comment fait-on pour garder tout ce beau monde aligné? Alors, un premier rebond, c'est que tu as raison de dire que quand on bâtit un projet PERMA, on le bâtit comme si on bâtissait une stratégie à 3 ou 5 ans. Mhm. C'est-à-dire qu'on va bâtir avec des enjeux de moyen terme et derrière, on va décliner ça en projet, en action, etc. Donc, ça veut dire qu'ensuite, il va y avoir une feuille de route qui va dire, cette année, qu'est-ce qu'on privilégie? L'année prochaine, qu'est-ce qu'on privilégie? Hein? Il ne s'agit pas d'avoir tout de suite et de répondre aux 24 objectifs d'impact immédiatement. C'est un chemin et c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est surtout un chemin, comme dirait l'autre, agile parce que le monde bouge tellement que on peut très bien dire, tiens, ce qu'on voulait faire en deuxième année, on va inverser parce que ça devient urgent. Enfin, voilà, c'est une feuille de route qui est vivante. Donc, et donc, en cela, chaque entreprise a son contexte et donc, finalement, a son projet avec, finalement, ses indicateurs, ce qu'on appelle un référentiel, qui est propre à soi. Et ça, c'est un vrai outil de pilotage. Donc voilà. Après, sur comment rester aligné, je reformule, c'est de dire on avance tous, peut-être des fois à de vitesses différentes, on est sur pas forcément les mêmes projets, etc., les mêmes objectifs prioritaires. Comment faire en sorte que tout le monde reste malgré tout en interaction, etc. C'est ça? Mm. Oui. Mm. Je pense que ce qui est alors. Déjà, ce qui structure systématiquement l'alignement, c'est les trois principes éthiques, hein. C'est de dire, tiens, tu es, en train de faire ça, ah, j'y avais pas pensé. En quoi ça permet de continuer de mettre en œuvre ces principes éthiques? Voilà. Et rien que cette question-là, ça va enrichir l'autre, parce que même si l'autre n'a pas prévu de le faire tout de suite, il va prendre de la matière pour le jour où il va s'y mettre. Mhm. Et pas inversement. Donc, je pense que l'alignement, ça reste sur le fait de partager. C'est ce que l'on fait et les différentes manières de le faire orchestrées autour des trois principes éthiques. Mhm. Super. J'ai une Et dernière question parce ces que... trois principes éthiques qui sont, je crois, pouvoir dire qu'ils sont universels. Et en D'accord. fait, demain, vous avez des copains, des copines et des amis. Si vous dites, tiens, je les accueille pour une soirée, ou tiens, on va passer un week-end ensemble,
vous l'avez sans doute fait, eh bien, cette fois, faites-le en vous disant en quoi je peux mieux prendre soin d'eux Mhm. pendant ce week-end ensemble. En quoi je peux mieux préserver la planète pendant ce week-end ensemble? Est-ce qu'il n'y a pas des limites à se donner? Hein. On peut se les poser constamment, ces principes-là. Moi, je l'ai fait hein, sur le plan perso, c'est génial, parce que ça pousse à la créativité. Et ça, on n'en a pas assez parlé, à l'anticipation, à la créativité. Ben oui, tu vois, rien de se dire, je me fixe des limites, on sait, hein, dans le monde de l'art, il y a certains artistes, c'est le fait d'avoir été dans le besoin qui les a rendus encore plus créatifs. Dans l'entreprise, nous, on l'a vu, quand on tombe dans le confort, on est moins créatif que quand on manque de moyens. Bon, voilà. Donc, c'est vraiment intéressant pour ça. Universel, ces trois principes. Et en parlant d'universalité, est-ce qu'en réalité, ce que tu es en train de nous décrire n'est une histoire d'amour avec beaucoup de choses, mais qu'à la fin, ce que l'on fait, c'est descendre à notre capacité à aimer, une ouverture du cœur appliquée au monde de l'entreprise? C'est, en tout cas pour moi, c'est je vais le dire avec mes mots, hein. On n'a qu'une vie, elle passe beaucoup trop vite. Et comment faire quand on a la chance finalement d'être un leader? Comment faire pour que la vie des gens qui nous suivent soit la plus belle possible? Ça ne veut pas dire qu'on est béni oui-oui dans l'entreprise et que quand il y a des personnes qui sortent dans leur comportement de valeurs essentielles, etc., on n'a pas des décisions plus difficiles à prendre. Mais pour moi, la finalité, c'est ça. C'est de dire, voilà, comment faire en sorte que finalement, parce qu'on s'est rencontrés, parce que on est ensemble sur une période et parce que ces gens-là ont envie de suivre, comment faire en sorte pour ben, que ça soit encore un peu mieux pour eux. Euh, alors, est-ce que ça, c'est de l'amour? Je ne sais pas, je vous laisse interpréter. Merci Sylvain, merci beaucoup. Ben, Euh, c'était génial. ouais, c'était génial. C'était... Merci beaucoup. Vous êtes gentil.